Bonjour à tous et bienvenue sur la Nationale 3. S'adressant aux apprenants du baccalauréat de la section sciences expérimentales et tout en étant valable à la section sport, le présent contenu s'intéresse à l'étude des effets physiologiques et les mécanismes physiologiques mis en jeu dans le stress et le mode d'action des drogues sur le cerveau. Les notions auxquelles vous serez initiés sont présentées par Semireba, professeur d'SVT, et ce sous l'assistance de Madame Jbara Sandes, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées. Donc, partons de l'œuvre du peintre norvégien Munch, réalisée à la fin du XIXe siècle et qui s'intitule « Le cri ». Comme vous le savez, le cri est une réaction comportementale et émotionnelle survenue suite à une stimulation nocive venant rompre l'homéostasie. Donc, cette constatation prouve que l'organisme est en mesure de percevoir les stimulations de son environnement. Cette perception est facilitée par les récepteurs sensoriels au niveau des neurones unipolaires. Il s'ensuit la naissance d'un message nerveux. Donc, les neurones unipolaires ont liaison anatomique avec le centre nerveux médulaire, faisant partie du système nerveux. Donc, le cri est la manifestation de déséquilibre de l'homéostasie du système nerveux, dont l'intégrité est à maintenir, et ce, à travers l'adoption d'une hygiène de vie. Donc, préserver l'hygiène du système nerveux s'avère une tâche délicate. En effet, le rythme effréné de la société en ces temps-ci, comme avoir un volume insoutenable de connaissances à acquérir, ou récemment la pandémie du Covid-19, ou les embouteillages, constituent des situations stressantes. Donc le stress présente un facteur de risque, en particulier chez les sujets vulnérables, qui ne parvenant pas à se défaire de la situation stressante pourraient sombrer dans l'addiction du tabagisme, de l'alcoolisme et des drogues. Donc la préservation de l'intégrité du système nerveux passe par l'adoption d'une hygiène de vie saine qui permet de rompre avec l'addiction. Passons à la première situation perturbatrice de l'homéostasie du système nerveux, qui est le stress. Donc, couramment évoqué, mais rarement appréhendé, on se propose de définir ce terme, d'étudier ses manifestations et d'étudier le mécanisme qui le sous-tend. Ainsi, le stress est une réaction de défense de l'organisme face à des agressions qui tendent à rompre son homéostasie ou son équilibre. Qu'en est-il des manifestations de l'état de stress? Pour répondre à cette question, on va voir des situations stressantes. Et on va répondre à la question suivante. Laquelle parmi les figures de 1 à 4, celle qui n'est pas associée à l'état de stress? Voilà les 4 figures. Donc la situation 3
et celle qui n'est pas associée à l'état de stress. Pour comprendre les manifestations du stress, on va travailler ensemble l'activité 1 de la page 254 de votre manuel scolaire. Et on va répondre à la question suivante. Décrivez un état de stress que vous avez vécu en précisant les manifestations organiques et psychiques que vous avez ressenties. Les réponses attendues: angoisse, palpitations, essoufflement, sueur, sensation de panique, tremblement et crampes. Selon les situations stressantes, on peut avoir d'autres manifestations, comme une fuite, un combat, un choc, tachycardie, sueur, horripilation, augmentation du rythme cardiaque et respiratoire, mobilisation du glycogène, etc. Cela dépend de la situation stressante. Une question s'ajoute, il s'agit de reconnaître d'après le texte les phases caractéristiques de l'état de stress. D'après le texte, on distingue 3 phases qui caractérisent le stress, dont la chronologie est la suivante. Tout d'abord, la phase d'alarme, suivie par la phase de résistance, qui est suivie par la phase d'épuisement. La question 2 de l'activité 1, légèrement modifiée, dit: faites correspondre les manifestations que vous venez de citer avec celles décrites dans le texte. Je vous lis les manifestations: angoisse, palpitation, essoufflement, sueur froide, horripilation ou chair de poule, augmentation du rythme cardiaque, augmentation du rythme respiratoire, la fatigue, glycogénolyse, tremblement et crampes. Et les 3 phases, à savoir la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Donc, l'angoisse et les palpitations sont des manifestations de la phase d'alarme. L'essoufflement est une manifestation de la phase d'épuisement. Sueur froide, horripilation sont des manifestations de la phase d'alarme. L'augmentation du rythme cardiaque peut s'observer au cours de la phase d'alarme, mais aussi au cours de la phase de résistance ou d'adaptation. L'augmentation du rythme respiratoire aussi peut s'observer au cours de la phase d'alarme et de la phase de résistance. La fatigue est une manifestation de la phase d'épuisement du stress. La glycogénolyse s'observe au cours de la phase de résistance du stress. Les tremblements est une manifestation de la phase d'alarme et les crampes font partie de la phase d'épuisement. Ainsi, la phase d'alarme est une réponse intense, brève et défensive de l'organisme à la situation stressante. Il s'agit d'un stress bénéfique associé à l'instinct de survie. Si la phase d'alarme n'est pas suffisante et l'agent stressant n'est pas éliminé, donc l'organisme passe à la phase de résistance. Au cours de cette phase, il y a mobilisation du système endocrinien, d'où l'augmentation du taux plasmatique de certaines hormones comme l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol et la thyroxine. La 3e phase du stress ou phase d'épuisement, au cours de laquelle il y a apparition des maladies psychosomatiques comme l'ulcère, les allergies, donc des troubles cardiovasculaires, et cela atteste d'un affaiblissement du système immunitaire.
on a vu qu'est-ce que le stress et on a vu aussi les manifestations du stress. Qu'en est-il maintenant des mécanismes physiologiques du stress? Pour cela, on va travailler ensemble l'activité 2 de la page 254 et 255 de votre manuel scolaire. Répondons à la première question. Relevez à partir du texte les messagers chimiques qui interviennent dans le stress. Et voilà le texte sur lequel on va travailler. Donc les messagers chimiques présents dans ce texte, la noradrénaline, l'adrénaline, la corticolibérine, la CTH, le cortisol et la thyroxine. Qu'on entend dire maintenant par l'expression messager chimique. Donc un messager chimique, ça peut être une neurohormone ou une hormone ou un neurotransmetteur. La question, en vous référant au texte, faites correspondre chaque messager chimique intervenant dans le stress à la catégorie correspondante. Le premier messager chimique, la noradrénaline, qui est un neurotransmetteur. L'adrénaline est une hormone. La corticolibérine est une neurohormone. ACTH, cortisol et thyroxine sont des hormones. La question suivante est de reconnaître, d'après le texte de l'activité 2, les systèmes qui interviennent dans les mécanismes du stress. Juste, on va citer ces systèmes. Tout d'abord, le système limbique. On cite aussi le système nerveux et le système endocrinien. Donc, dans cette diapo, on vous présente tous les acteurs qui ont été identifiés dans le stress. Les trois systèmes et les messagers chimiques. La question qui se pose, quelle interaction se présente entre ces différents acteurs? Donc la question toujours de l'activité 2, utiliser les informations fournies par le texte afin de présenter sous forme d'un schéma fonctionnel les mécanismes physiologiques du stress. On va voir les mécanismes physiologiques de la phase d'alarme. Donc le stimulus stressant sera capté par les organes de sens et plus précisément par les récepteurs sensoriels de ces organes. Un message nerveux est né et sera acheminé par une voie afférente vers le cortex cérébral qui sera informé de la situation stressante. Le cortex cérébral agit sur le système limbique qui, à son tour, active l'hypothalamus. L'hypothalamus active le centre médulaire par où émergent les fibres orthosympathiques du cœur, des artères et le nerf splanchnique en relation avec la glande surrénale. Donc les fibres sympathiques du cœur et des artères sécrètent la noradrénaline. Le nerf splanchnique active la médullo-surrénale qui sécrète une hormone, l'adrénaline. Noradrénaline et adrénaline agissent sur leurs organes cibles, cœur, vaisseau, poumon, etc. Récapitulons sous forme d'un schéma fonctionnel les mécanismes physiologiques de la phase d'alarme.
Les stimuli stressants captés par les organes de sens, plus précisément par les récepteurs sensoriels, un message nerveux est né et sera acheminé par les voies afférentes vers le cortex cérébral. Le cortex cérébral agit sur le système limbique qui, à son tour, stimule l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus stimule le système orthosympathique, d'où la sécrétion de la noradrénaline et de l'adrénaline. Noradrénaline et adrénaline activent les organes comme le cœur, les vaisseaux, les glandes surrénales, les poumons et le déclenchement des manifestations immédiates de la phase d'alarme, à savoir l'augmentation du rythme cardiaque et respiratoire et toutes les autres manifestations qu'on a vues déjà. Passons maintenant au mécanisme physiologique de la phase de résistance ou la phase d'adaptation. Le stimulus stressant agit sur les organes de sens, plus précisément sur les récepteurs sensoriels. Un message nerveux est né et sera acheminé vers le cortex cérébral. Ce dernier agit sur le système limbique, qui à son tour agit sur l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus activé sécrète une neurohormone, la corticolibérine, qui agit sur les cellules cibles hypophysaires. Reprenons la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus sécrète la corticolibérine qui passe par voie sanguine et atteint les cellules de la post-hypophyse. Ces cellules activées sécrètent la CTH qui agit sur la cortico-surrénale qui sécrète le cortisol. Aussi, les cellules cibles post-hypophysaires sécrètent la TSH qui agit sur la thyroïde qui sécrète la thyroxine. Cortisol et thyroxine seront véhiculés par voie sanguine jusqu'aux organes cibles. Récapitulons les mécanismes physiologiques de la phase de résistance sous forme d'un schéma fonctionnel. Les stimuli stressants seront à l'origine de la naissance d'un message nerveux qui sera véhiculé par les voies afférentes jusqu'au cortex cérébral. Le cortex cérébral agit sur le système limbique qui à son tour stimule l'hypothalamus. L'hypothalamus activé sécrète la corticolibérine qui agit sur l'hypophyse. Ainsi, l'hypophyse activée sécrète la CTH et la TSH. La CTH agit sur la cortico-surrénale qui sécrète le cortisol. La TSH agit sur la thyroïde qui sécrète la thyroxine. Cortisol et thyroxine agissent sur les organes cibles. Et on va voir toutes les manifestations de la phase de résistance, à savoir augmentation du rythme cardiaque et respiratoire et toutes les autres manifestations. On va passer à un deuxième volet qui s'intéresse à un deuxième facteur qui risque d'altérer l'homéostasie du système nerveux, qui est l'addiction aux drogues. L'addiction aux drogues, en fait, est un état d'intoxication. Qu'est-ce qu'on entend par le terme drogue? Et quel est le mécanisme de dépendance aux drogues? Commençons par la définition des drogues. La drogue est une substance naturelle ou synthétique qui modifie le fonctionnement du cerveau, donnant pendant un certain temps des sensations d'euphorie
et de plaisir, avec déconnexion de la réalité. Donnons quelques exemples de drogues. Héroïne, cocaïne, quat, amphétamine, le café, le tabac, les somnifères et l'alcool. L'origine des drogues. Ça peut être naturel, comme le cannabis, et ça peut être synthétique, comme l'ecstasy. Les drogues donc présentent une grande diversité, d'où l'adoption d'une classification, comme le montre le document 1 de la page 256. Dans cette classification, les drogues ont été rangées en groupes. Citons quelques groupes. On cite les hallucinogènes, comme le cannabis, et les excitants majeurs, comme la cocaïne. Tous les deux, et comme toutes les drogues, ont des effets temporaires. C'est l'euphorie et la recherche de la joie. Donc, cet effet est temporaire. Mais à long terme, les drogues peuvent nuire à notre santé. Comme signalé dans le programme officiel, on va prendre l'exemple de la cocaïne. Et voilà un extrait de la page 256. Donc, la cocaïne fait partie des excitants majeurs. L'origine est végétale. Les effets recherchés temporaires, c'est la sensation d'euphorie suivie d'une dépression. Mais à long terme, les toxicomanes peuvent connaître une insomnie, un amaigrissement et une apathie intellectuelle. Essayons de comprendre le mécanisme de dépendance. Mais avant, essayons de comprendre la sensation d'euphorie dans les conditions physiologiques normales. Cette sensation sera captée par le système limbique qui est activé, va sécréter un neurotransmetteur, la dopamine, au niveau de ces synapses neuroniques. Afin de comprendre l'action de la cocaïne au niveau des synapses neuroniques, on va analyser les courbes de documents suivants en vue de dégager le rôle de la cocaïne sur la synapse dopaminergique. On va suivre dans ce document la concentration de la dopamine extracellulaire en unité arbitraire chez deux lots de rats. Chez le premier lot, n'ayant pas reçu d'injection de cocaïne, ici en bleu. Le deuxième lot ayant reçu une injection de cocaïne, ici représenté par la courbe en rouge. Donc, comparé aux rats n'ayant pas reçu d'injection de cocaïne, les rats ayant reçu une injection de cocaïne présentent une concentration très élevée de dopamine dans le milieu extracellulaire. Presque la quantité est multipliée par 5. Donc la cocaïne augmente la concentration de dopamine extracellulaire. Voyons la cascade d'événements expliquant le mécanisme de la dépendance à la cocaïne. Donc là, à titre comparatif, on va voir la cascade d'événements sans cocaïne et tout à l'heure, on va voir la cascade d'événements avec cocaïne. L'arrivée d'un potentiel d'action au niveau de l'élément présynaptique permet l'ouverture des canaux voltage dépendant à Ca2+, et l'entrée des ions Ca2+, qui assurent l'exocytose de la dopamine.
la dopamine se fixe sur ses récepteurs spécifiques sur la membrane postsynaptique. D'où l'ouverture des canaux chimiodépendants à Na+, et entrée des ions Na+, donc la dépolarisation de la membrane postsynaptique. La recapture de la dopamine dans l'élément présynaptique met fin à cette transmission. Voyons maintenant au niveau d'une synapse avec cocaïne l'arrivée d'un PA présynaptique, comme tout à l'heure, assure l'entrée des ions Ca2+, l'exocytose de la dopamine qui se fixe sur ses récepteurs spécifiques sur la membrane postsynaptique et l'ouverture des canaux chimiodépendants et l'entrée des ions Na+. Pour mettre fin à cette transmission, le neurotransmetteur doit être recapturé. Les molécules de la cocaïne qui présentent une configuration semblable à celle de la dopamine va se placer au niveau des transporteurs de la dopamine, ce qui empêche en fait la recapture de la dopamine, ce qui allonge donc la sensation de plaisir et la sensation d'euphorie. Passons aux effets temporaires et durables de la cocaïne. Parmi les effets temporaires, l'euphorie. Cependant, l'effet de la cocaïne s'estompe, faisant sombrer l'usager de cette drogue dans la dépression. Et ça caractérise la phase de tolérance. L'utilisation de la même dose diminue l'effet recherché, d'où le besoin d'augmenter la dose pour rechercher les mêmes effets et le même plaisir. D'où la phase de dépendance et le toxicomane devient dépendant physiquement et psychiquement de la dose de drogue. Merci pour votre attention et à très bientôt.